Et on retrouve Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et on revient sur ces nombreuses rencontres avec Donald Trump, forcément. Écoutez, depuis cette fameuse rencontre du 24 février, c'était il y a à peine une semaine, on a l'impression qu'en une semaine, il s'est passé tellement de choses parce que tous les jours, on a droit à une conférence, une nouvelle proposition, etc. En réalité, il y a une sorte de panique qui s'accélère au niveau de l'Union européenne puisque on réalise que finalement, on ne compte pas. Voilà, et que Américains, Russes discutent sans nous, que finalement, Macron est invité avec ses homologues britanniques ou d'autres pays européens à la Maison-Blanche, mais finalement, M. Trump continue son programme et les Européens cherche désespérément une place et un rôle dans ce programme. Alors d'abord, revenons 2 minutes sur cette rencontre du 24 février. Comme l'a dit Trump, ça fera de belles images pour la télé. Vous me permettrez de dire que moi, j'ai été un peu à la fois... j'étais quand même mal à l'aise dans cette rencontre parce que d'abord, la diplomatie, en général, ça se fait dans la discrétion quand on veut être efficace. Je pense que vous ne verrez jamais ce genre de scène côté chinois, côté russe ou même côté arabe, puisque désormais on voit des pays comme l'Arabie Saoudite qui sont extrêmement actifs en diplomatie. Donc c'est vrai que tout le monde regarde, c'est un peu le feuilleton du soir, mais est-ce que c'est vraiment comme cela qu'on arrivera à avoir la paix ? Deuxièmement, chacun sait que je n'ai aucune sympathie pour M. Zelensky. Mais je trouve que par moment, traiter un chef d'État comme cela, c'est pas forcément favoriser la paix. Et je rajoute aussi que M. Zelensky a fait preuve quand même dans cet entretien d'une maladresse extrême quand à un moment il laisse entendre à M. Trump au président des États-Unis, que en réalité son pays lui aussi peut être menacé et que il rentre dans une sorte de tunnel pendant 2 minutes pour expliquer je ne sais quoi. Donc aujourd'hui. Quelle est la conclusion de cette semaine pour moi ? C'est qu'on ne sait pas où on va et que l'Union européenne cherche désespérément à exister. On a vu hier qu'il y avait une conférence à Londres. C'est toujours extraordinaire d'ailleurs quand les Britanniques se mêlent de ça. Je rappelle quand même que c'est M. Boris Johnson qui a bloqué l'accord qui avait été signé au début de la guerre à Istanbul pour avoir un cessez-le-feu. Et puis maintenant, c'est son successeur qui veut absolument qu'on fasse quasiment une défense européenne, qu'on envoie des troupes à la frontière avec la Russie, ce qui à mon avis serait une faute dramatique et surtout le doigt dans un engrenage extrêmement périlleux. Et donc, on a eu un sommet à Londres hier, j'hésite tellement ça va vite, où finalement on a appris qu'on était prêt à envoyer des troupes éventuellement sur la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Je me demande quelles troupes entre parenthèses, parce que quand on explique qu'il faudrait qu'on est prêt à envoyer 30 ou 40 000 personnes, Zelensky, pour une fois qui a raison, dit qu'il en faudrait 200 000 parce que le front est extrêmement long et 30 ou 40 000 personnes, j'entendais un expert militaire dire on peut tenir maximum 80 km. Voilà. Donc, à quoi on joue ? Ce matin, on a appris qu'il y avait un plan de paix de M. Macron qui propose un cessez-le-feu pendant immédiat. Entre parenthèses, il n'y a aucun plan de paix, mais chacun jette une idée pour avoir l'impression qu'il existe. Et donc, aujourd'hui, la conclusion de tout ça, c'est quoi ? C'est que l'Union européenne, malheureusement, n'existe pas sur la scène militaire et diplomatique, que quand on voit Mme von der Leyen se précipiter à la fin de ce sommet à Londres pour dire il faut faire un grand plan de réarmement, etc., ça signifierait quoi ? Ça signifierait que, essentiellement, on achèterait encore plus d'armes aux États-Unis, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, 85% des armes sont achetées aux États-Unis et très peu finalement sont achetées à des producteurs européens et une Union européenne qui essaye par la voie de Mme von der Leyen de gagner du terrain, de gagner des compétences, comme elle l'a fait pendant le Covid, en grappillant des compétences sur la santé. L'Union européenne se rêve désormais en force militaire. Voilà. Et moi, je pose simplement une question. Si aujourd'hui, l'Union européenne avait une armée européenne à sa disposition, quand je vois comment évolue la Commission européenne,
quand je vois les va-t-en-guerre qui dominent dans ce Parlement européen où je siège. Il faut que les Français comprennent qu'on serait quasiment en guerre. Voilà. Ouais. Raison de plus pour rappeler que la défense est une compétence nationale, qu'on ne doit pas en céder un pouce à l'Union européenne. Et bien sûr, c'est la question qui se pose là avec l'arme nucléaire. Bon. Oui, c'est la question qui se pose. Et c'est une question où la réponse est très simple, c'est non. Voilà. Vous savez, la France a une toute petite supériorité encore par rapport à l'Allemagne, par exemple. C'est 1, son siège permanent au Conseil de sécurité à l'ONU, et 2, la force nucléaire. Dans les deux cas, hérité du général de Gaulle et de la Résistance pour le siège permanent. Et donc, en réalité, on sait que M. Macron rêve d'inscrire son mandat dans l'histoire. Rappelez-vous, au début du mandat, dès sa première élection, il avait envisagé de laisser éventuellement le siège français au Conseil de le siège permanent au Conseil de sécurité, voilà, j'y arrive, à l'Union européenne. Ouais. Et puis, devant le tollé, il s'est rapidement repris, et aujourd'hui, c'est pas très clair. Il est prêt à faire bénéficier la force nucléaire française à un certain nombre d'autres pays. Aujourd'hui, il vient de rappeler que ce serait quand même sur une commande essentiellement française. Voilà, ça pose quand même un problème. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à déclencher une guerre nucléaire si un jour il y a une attaque contre la Lettonie ? Ouais. Voilà. Moi j'adore, mais je répète, sur ce sujet, je considère que cette guerre n'est pas la nôtre. Je considère que la Russie n'est pas une menace pour la France, même si dans mon parti, par moment, on affirme le contraire. Voilà. Et je considère aussi que quand les soldats français étaient engagés, par exemple, dans le Sahel, quand nos troupes étaient en première ligne pour lutter contre le terrorisme, ou pour essayer aussi indirectement de bloquer un peu cette immigration qui nous vient du Sud, eh bien la France était bien seule. Voilà. Et je suis désolé, mais l'intérêt de la France en ce moment, c'est de regarder la menace au sud. Je ne suis pas persuadé qu'on ait une menace à l'est. Quand on voit que l'armée russe, au bout de 3 ans, a réussi à grignoter 20% du territoire ukrainien, qui peut croire sérieusement que les chars soviétiques arriveraient demain à Paris ou au Portugal ? On continue en parlant de la Bosnie, Thierry Mariani, avec donc cette arrestation de Milorad Dodik. Oui, parce que ce qui se passe sur la scène internationale et notamment en Ukraine fait complètement oublier ce qui se passe ailleurs. Alors, souvenez-vous ce qui s'est passé en Roumanie où on a annulé tout simplement le premier tour des élections parce que le candidat, M. Georgescu, risquait de gagner. Ce n'était pas le favori de Bruxelles. Oui, on en a parlé ce matin. Voilà. Mais là, ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine et plus particulièrement en Republika Srpska, c'est encore pire. Mais personne n'en parle parce que c'est vrai aussi que l'enjeu est plus faible. Mais je rappelle que c'est une zone où il y avait une guerre, je ne peux pas dire guerre civile, mais enfin une guerre dans les Balkans dont tout le monde se souvient il y a finalement peu de temps. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle ? Depuis les accords de Dayton en 1975, si ma mémoire est bonne, depuis les accords de Dayton, eh bien, ce territoire, je ne vais pas dire est en paix, mais en réalité est dans une sorte de coexistence pseudo-pacifique, puisque la Bosnie-Herzégovine, c'est aujourd'hui une entité de 2 territoires autonomes, la Bosnie-Herzégovine, où il y a des Bosniaques et d'autre part, des Bosniaques et des Croates, pardon, et d'autre part, la Republika Srpska, qui est, comme son nom l'indique, la république où il y a une grande majorité de Serbes. Et donc, dans ce territoire, il y a des autorités qui sont élues, mais il y a aussi une sorte de haut-commissaire. Et ce haut-commissaire, il s'appelle M. Schmidt. D'ailleurs, c'est un ancien député allemand. Pour la petite histoire, son poste n'a même pas été ratifié comme cela est prévu par l'ONU, puisque sa désignation en 2021 par le Conseil de mise en œuvre de la paix est même contestée justement par la Republika Srpska. Mais il a une sorte de droit de veto sur les textes adoptés par les 2 entités autonomes, la République de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Le président de la Republika Srpska, c'est M. Dodik, qui est un Serbe, qui se bat pour que justement il y ait le respect de l'identité serbe, et il s'est opposé. Enfin, il a fait voter un certain nombre de textes au Parlement serbe pour accélérer, et M. Schmidt a mis non seulement un veto,
mais en plus a promulgué un certain nombre de textes que M. Dodik, légitimement élu, refuse d'appliquer. Quel a été le résultat ? Le résultat, c'est tout simplement qu'une cour de justice a décidé que M. Dodik, qui est le président de cette République légitimement élu, a 1 an de prison, et qu'il est interdit de fonction pendant 6 ans. Voilà. Vous avez remarqué que le président de la Hongrie, M. Orban, est immédiatement intervenu. Il est évident que la République de Serbie se sent aussi concernée. Et donc là aussi, on est dans quelque chose qui dépasse même ce qu'on a vu en Géorgie. Pardon, pas en Géorgie, en Roumanie. C'est qu'une autorité qui n'est même pas légale décide de prendre des textes que des autorités légales refusent d'appliquer, et à la sortie, la justice dit, eh bien, tout simplement, le président élu doit aller en prison. On chercherait à réanimer ou à rallumer un conflit dans les Balkans, on s'y prendrait pas autrement. On finit sur ces mots. En tout cas, rien de très réjouissant pour le moment, hein, chers auditeurs. Merci Thierry Mariani de nous avoir parlé effectivement de ce qui se passe en Bosnie. C'est quelque chose dont on entend peu parler. On fera peut-être un sujet plus long avec vous, pourquoi pas. Merci. Et puis au moins la semaine prochaine, peut-être avant. Merci.